Merci Monique. Monique aurait pu être à notre côté, comme Hervé Brunon ou François Macquart. Donc on va vous parler d'une forme vivante qui me poursuit depuis des décennies. La première fois que je me suis dit que l'homme avait quand même une influence sur le climat, c'était aux 1000 km de Paris, à Montlhéry, en 1968. Et vous pouvez voir que 25 voitures avaient réussi uniquement en un tour à lever le brouillard et on ne voyait pas à 3 mètres. Et à la fin de la course, le brouillard s'est élevé. Et une fois la course terminée, en quelques secondes, le brouillard est retombé. J'ai demandé à mes parents si à Paris, le brouillard s'est élevé. Pas du tout. Ça m'a totalement... j'ai une interrogation sur la façon dont 25 automobiles, sur des centaines d'hectares, réussissaient à lever le brouillard. Ce brouillard, je l'ai retrouvé à côté de Dieppe, à Varangeville, où quelques années après, j'ai décidé, en quelques jours, de venir jardiner aux côtés d'Éric Choquet et Robert Morel, dans un endroit très difficile dont je vais vous parler, puisque j'étais persuadé que je réussirais, après avoir vu ces autos qui faisaient volatiliser le brouillard, que je réussirais à éradiquer ce champignon qui commençait à tuer les premiers arbres qu'on plantait. Et puis, dans ce lieu, il y a plein d'animaux, plein de choses que j'aime ou au contraire qui me terrifient. Et c'est vrai que ces oiseaux qui viennent systématiquement, contre toute attente écologique, nicher dans les haies les plus denses et dans les essences les plus persistantes, sont nombreux chaque année. Tout comme les araignées d'eau, qui sont arrivées quelques jours après une retenue d'eau, ou sur les haies ou les herbes un peu hautes, qu'on aime beaucoup. Ces crevettes qui sont venues s'installer dans du polycarbonate en quelques heures en étage, comme ça ici, des crevettes d'eau douce que je n'avais jamais vues auparavant. Cette grenouille sur une feuille de Gunera, entre ces fougères, tout comme cet écureuil qui m'aide à élaguer les pins, ou au contraire ces salamandres qui sortent à la fin de l'hiver, qu'on aime beaucoup. Et aux surprises, ces coccinelles qui nichent et qu'on garde dans le revers de la fenêtre, ou au contraire les chauves-souris qui reviennent, tout comme ces libellules au-dessus de la prairie d'été, les sauterelles sur le tuyau d'arrosage, puisqu'on est bien obligé d'arroser avec certains excès climatiques, la fouine qu'on voit très rarement, le scarabée qu'on aime beaucoup, le hérisson qu'on adore et on est désolé de les voir s'écraser sur les routes, le long des routes, le renard même, on voit uniquement ses fientes et puis ces terriers qui nous dévastent le jardin, comme vous pouvez voir en bas, on les aime beaucoup puisqu'ils sont plus porteurs de la rage, et puis les vers luisants qui reviennent, et puis on a découvert il y a quelques années que l'armillaire aussi était luminescente. On aime beaucoup les abeilles, je déteste les frelons, et celui-ci a été écrasé il y a 3 jours dans le catalogue Beaumont de ces dahlias horticoles et artificielles que j'aime par-dessus tout. Donc on aime beaucoup les vers de terre, et je déteste dans mon jardin les vipères. J'aime beaucoup les escargots, et je coupe au sécateur les limaces quand j'en trouve une. Et puis j'aime beaucoup les mouches. Je trouve que les mouches qui rentrent dans la maison l'été, quand il fait chaud, il y a une ambiance de campagne, un peu sereine, un peu en dehors du temps. Les putois, c'est très rare de les voir, c'est extraordinaire, mais nous font des dégâts monstrueux et sont très agressifs. Les fourmis, moyennement, ça nous pique et ça fait pas mal de dégâts sur certaines plantes. Je hais les taupes, là vous voyez, celle-ci a été heureusement prise dans un piège, donc elle est emportée avec le désherbage, aussi douce soit sa peau. Les moustiques, ça on en a de plus en plus et on les taper. Alors les lapins qui systématiquement viennent manger les racines et les collets des nouvelles plantes dont ils ne connaissent pas encore le goût. Et puis ces petits mulots que vous voyez là, c'est pas moi qui ai mangé la tête, mais par exemple des drainages qui existent comme celui-ci depuis 30 ans, les galeries font que l'eau d'un seul coup disparaît et s'en va ailleurs. Et d'un seul coup, les dégâts qu'ils nous font dans ce jardin artificiel, c'est qu'à la fonte des neiges, les drains eux-mêmes, percés par les galeries de mulots, refont d'autres circuits d'eau nouveaux. Et puis ces fameux sangliers qu'on a de plus en plus. Et ça, c'est un herbage dans le jardin pris la semaine dernière. Et si on veut que l'herbage soit bien, il faut tout raccommoder à la main, ce qu'on fait, mais on perd quelques jours
dans ce qu'on a à faire. Puis je crois que ce que je déteste le plus dans ce jardin, ce sont quand même les chevreuils. Ça, c'était il y a 3 jours, où ce sureau à feuilles noires l'a signé. Pourtant, il devait connaître le goût du sureau, a été ratatiné après quelques années de plantation. Et en plus, ça, c'est une amélis, dont voilà, le pied sera mort. Puis ça, c'est simplement mon mollet avec un tic qui, 2 années de suite, m'ont donné la maladie de Lyme. Et heureusement que j'ai pu prendre 6 semaines d'antibiotiques à chaque fois. Et je crois que c'est une maladie qui n'est pas très drôle. Et puis, ce foutu champignon armillaire qui fait que certains arbres dégringolent. Et ensuite, on ne peut plus marcher parce que je pense que la nature est hostile. Et donc, dès qu'on ne s'en occupe plus, dès qu'on n'a plus de passage, on a des paysages comme celui-ci. Donc ce champignon, depuis 30 ans, j'espérais l'éradiquer en dessouchant, mais toujours très régulièrement, que ce soit ce chêne, ce châtaignier, ce rhododendron, cet autre rhododendron, ce Stranvésia, disparaît d'un seul coup. Par un système de filaments absolument monstrueux que vous voyez ici, qui avance de 3 à 5 mètres par an, et dont vous avez les exemples ici, que va vous expliquer quelle est cette horrible bête qui me hante depuis des décennies par Jean-Marie. Je ne sais pas si la bête est si horrible que ça. Effectivement, le champignon armillaire, en fait, on dit toujours une armillaire, mais on a plusieurs espèces, on ne va pas rentrer dans les détails, ce serait un peu compliqué, est un champignon qui profite des éléments morts de bois présents dans le sol, sur lesquels il survit, et qui s'en sert un petit peu comme base de guerre. Il utilise les sucres qui sont compris dedans et avec ça, il fabrique ces filaments spectaculaires que vous pouvez voir et qui lui servent à aller infester d'autres arbres, eux en bonne santé, et qui n'ont même pas besoin d'ailleurs au préalable d'être affaiblis par une maladie ou une sécheresse quelconque. Et voici, c'est une de ces fructifications d'armillaire. Bon, celle-ci est la plus courante, c'est celle qu'on appelle Armillaria mellea, armillaire couleur de miel, avec ses petites écailles sur le chapeau. D'aucuns la consomment. Je ne suis pas sûr qu'on en tire quelque chose de vraiment délicieux, quoiqu'on la retrouve dans certains mélanges, si j'ai bien compris. Ici, sur la droite, on voit très très bien les filaments mycéliens qui sont donc les organes de contamination qui sont poussés par le champignon à partir du moment où il a, dans une vieille souche, dans du bois tombé à terre, suffisamment de réserves sucrées pour pouvoir constituer ces organes contaminants. Ici, un phénomène très typique, lorsque le mycélium en fait ce sont les tissus du champignon, est présent entre l'écorce et le bois, il forme les corps dits corps en palmette que vous voyez sur la droite et qui sont un élément que les diagnosticiens considèrent comme un élément sûr. Donc ce qu'on a commencé à faire, c'est ramasser le bois systématiquement. Dans cet endroit très pentu, aucun engin ne peut rentrer, donc on fait tout à la main. On pouvait tout faire à la main. Et là, Hervé Brunon a retrouvé cette image de cette jeune fille certainement épuisée par le port de ce fagot, et on voit bien que les branches étaient encore vivantes et qu'elle a oublié à sa main droite un bois mort, comme ceux que vous pouvez voir ici, et qu'il faut dans ce jardin de plusieurs hectares ramasser quotidiennement. Ce qu'on a fait donc avec Éric Choquet et Robert Morel et mon frère, donc après avoir vu que les voitures pouvaient pulvériser le brouillard, j'ai pensé qu'en dessouchant systématiquement, en portant les souches et en faisant brûler le bois, on réussirait à éradiquer ce champignon. Mais comme aujourd'hui, on n'a plus la force et qu'on n'a plus le droit de brûler, je ne sais pas comment on fera. Donc pour introduire ces plantes qu'on aime par-dessus tout, comme ce Magnolia sinensis qui était en fleurs il y a quelques jours, ou comme ces azalées et puis ces nouveaux rhododendrons sous des aralias qui eux-mêmes avaient sur le pied mère disparu à cause de l'armillaire, ou comme sur ces rhododendrons que vous voyez là, comme ce rhododendron Alopeanum offert par les Malais du Bois des Moutiers, on l'a levé, coupé en deux, replanté, et on voit très très bien sur cette photo que ce qu'on peut appeler le pied mère est assez affaibli, mais que ce qui a été marcoté est beaucoup plus vigoureux, puisque vous voyez déjà les pousses de l'année, puisque le rhododendron fait son cycle en 15 jours. Et pour des raisons à la fois de plaisir esthétique, pour éviter que les arbres tombent par la tempête et redonner de la lumière dans ce lieu plein nord, j'ai commencé à élaguer très fort certains arbres, même nouvellement plantés, aussi bien les bouleaux que vous voyez là, que des pins, pour laisser passer la lumière et de couper les têtes systématiquement de ces arbres qui poussaient beaucoup trop vite et beaucoup trop haut. Le plus beau que j'ai réussi à élaguer pendant 25 ans est ce chêne, pour lui donner à la fois
des branches basses pour que d'une façon informelle, on sépare différents lieux du jardin. Et puis, là, on ne se rend pas compte, mais les têtes ont été rabaissées pendant des années, au moins peut-être à 7-8 mètres, d'une façon progressive. Et puis, pour créer cette vue totalement artificielle sur la mer, on a coupé avec une technique assez EDF très très franche et pas du tout en taille douce, à peu près 150 arbres, c'est-à-dire que cette vue, qui aurait pu être photographiée cette semaine avec l'époque des rhododendrons en fleurs et encore des petites feuilles qui laissent passer la lumière, vous vous dites que sur 2,5 km de long, puisque c'est à peu près la distance à laquelle on voit la mer en bas, on taille 150 arbres, on taille régulièrement tous les rhododendrons, tous les petits arbres, le magnolia, pour donner l'impression, entre guillemets, qu'il s'agit d'une scène un peu naturelle. Et donc, les gros châtaigniers que vous voyez là sur la gauche, j'y tiens beaucoup, et je m'étais bien dit quand même que s'ils étaient doubles, c'était une CP. Il y a beaucoup de jardiniers dans la salle, donc on sait ce que c'est qu'une CP, c'est quand vous coupez un arbre, vous avez d'un seul coup 2 ou 3 troncs qui ressortent. Je me disais bien que ces châtaigniers superbes, qui cadraient justement cette vue un peu spectaculaire, avaient été élagués à un moment donné, et puis au moment de ramasser les bois de coupe pour le ratatiner, ça c'est David Bourdon qui fait un travail extraordinaire où chaque année on redescend la tête du châtaignier complètement envahi d'armillaire. J'ai vu le Golteria, qui est une plante des sous-bois de l'Amérique du Nord, qui d'ailleurs par Natura 2000, où je fais un peu partie de certaines réunions, avec Mark Brown, grand botaniste et paysagiste anglais, qui s'est occupé à un moment du bois des moutiers, on a décidé quand même que ce Golteria Chalon faisait maintenant partie des essences indésirables en Seine-Maritime. Et quand j'ai vu, il y a 2 ans, que d'un seul coup, il y avait une branche de Golteria qui jaillissait là-haut, j'ai commencé à être un peu inquiet. Et on voit typiquement ici une attaque donc, de l'armillaire qui est remontée avec ses palmettes et qui a déjà peut-être, je l'espère, un bourrelet cicatriciel sur le côté. Et aux surprises, quand je suis allé dégager le Golteria, c'est que j'ai retrouvé la souche d'il y a peut-être 100 ou 120 ans, d'un arbre qui devait avoir 20 ou 30 ans, qui était donc un châtaignier, peut-être un bois de rapport, donc au bout de 30 ans, on l'a coupé. Donc a rejailli les 2 châtaigniers assez imposants qu'on a connus, et aux surprises, un système racinaire inversé un peu, qui redescend vers le sol et qui, j'ai l'impression, réancre une nouvelle pousse des arbres. Et surtout, ce que je trouve très émouvant dans cette photo, c'est qu'on a le même pied, la même souche, avec 3 âges différents. On a cet arbre mort, avec le bois en décomposition, ces 2 gros châtaigniers qui ont un siècle, et puis un nouveau. Là où j'étais triste, c'est que le nouveau avait déjà des filaments d'armillaire. Mais surtout, pour des biologistes ou des scientifiques, c'est bien plus intéressant d'avoir une souche morte avec tous les insectes, toutes les fougères, toutes les plantes qui vont venir sur cette souche, plutôt que d'avoir sur des dizaines de mètres carrés seulement 2 essences, le Golteria, essence invasive qui laisse la place à personne d'autre, et châtaignier certainement planté d'une façon artificielle. Idem pour un bouleau dont j'ai coupé la tête qui était en train de dépérir, et aux surprises, sur la souche, ça je trouve c'est une des images les plus spectaculaires, à partir du moment où on a quand même commencé à le martyriser et lui couper la tête, on a ces espèces de racines qui descendent et qui s'en vont à nouveau vers le sol. Et comme vous pouvez le voir, ce qui m'intéresse, c'est que le bouleau n'est pas mort encore ce printemps, puisque les photos viennent d'être prises. Et puis encore une surprise, on était prêt à abattre ce châtaignier, qui était quasiment mort depuis plusieurs années. Et puis au lieu de l'abattre, j'ai proposé qu'on en fasse un totem. Alors ça a fait hurler les gens, parce que c'est le long d'un chemin de grande randonnée. Il ne lui restait que cette branche vivante. Ça a été fait en 2005, et ça fait donc 6 ans, 6 printemps, que ce châtaignier veut bien repousser de cette façon-là, et qu'on a, regardez bien, cette espèce de nouvelle racine qui n'existait pas il y a 6 ans, qui est en train de redescendre à l'envers. Donc tout ça me donne de l'espoir, si ce n'est qu'un de mes rhododendrons préférés est en train de passer l'arme à gauche ces jours-ci, et vous voyez là, typique, ces filaments d'armillaire qui sont rentrés dans son tronc, et on voit bien la marcotte qui, elle, a fait son cycle en 15 jours, c'est-à-dire floraison, tige, feuilles, bourgeons floraux, bourgeons feuillaux de feuilles pour l'année prochaine, et au contraire, toute la partie la plus spectaculaire qui a 30 ans, qui est en train de dépérir.
Donc vous voyez, je crois qu'il y a une opérette qui s'appelle « J'aime pas les rhododendrons ». Je trouve que c'est une des plantes les plus fascinantes. Et je reviens au brouillard, qui adore le brouillard, 14 degrés, et qui se nourrit essentiellement d'une forte hygrométrie. Et donc là, on voit bien qu'en 8 jours, ces plantes ont besoin de beaucoup d'eau pour fleurir, faire la tige de l'année, ouvrir une nouvelle feuille et avoir un bourgeon de fleurs et un bourgeon de feuilles sur le côté. Voilà donc le système de marcotte. Le pied-mer est attaqué par l'armillaire, par les marcottes. Et Patrick m'avait dit déjà il y a de nombreuses années, mais maintenant, dans ton jardin, ce qui est devenu mon jardin, avec ce foutu armillaire, il faut que tu jardines différemment. Et c'est vrai que j'ai un voisin, Jean-Louis Dantec, qui, c'est très beau, autour de chaque plante rare, il met un container, il met une pierre et il marcotte tout ce qu'il plante. Donc ça fait un espèce de jardin de plantes rares et de containers, mais au moins il veut arrêter. Donc vous voyez, à nouveau, un filament sur un pied d'amamélis ou un pied de magnolia, c'est la même chose. Et donc, j'élague au contraire ces plantes comme les rhododendrons, les amamélis ou les camélias par l'intérieur pour essayer d'avoir le moins de surface de feuilles possible pour lui donner le plus de vigueur, mais à l'inverse des arbres de haut jet. Ça, c'est sur un stewartia, qui est une plante chinoise très rare et très belle et qui fleurit au mois de juillet. Et on voit bien d'ailleurs, alors qu'il est planté pour la beauté de son écorce, on voit bien que ce tronc a son écorce et que l'autre ne l'a pas plus. Et donc, je l'ai complètement déshabillé de l'intérieur pour essayer de le soulager, et depuis 3-4 ans. Et je suis très content de voir que ce printemps, photographié il y a quelques jours, il est toujours vivant. Donc on a réussi aussi à mettre un peu de soufre au pied les premières années. Et là, typiquement, sur des plantations qui ont été effectuées il y a 30 ans, 25 ans, 30 ans, une aubépine que j'ai taillée, et vous voyez, ça continue de repartir un petit peu, même si certaines années, il y a ça qui est mort. Ouf, parce que ni Robert Morel n'est plus là, Éric Choquet a plus de 80 ans, je suis cassé de partout, on n'est plus là pour pouvoir dessoucher d'une façon manuelle. Des viornes, des viburnums complètement infestés d'armillaire, mais là, j'arrache et je retaille pour travailler à travers ces vides, et puis des styrax qui vont être en fleurs bientôt. Et à ma grande surprise, alors qu'ils étaient vraiment fortement attaqués, le fait de les évider redonne, je dirais, un style à cet élagage qui ne me concerne presque pas, mais ce qui m'importe le plus, c'est que ces trois essences cohabitent ensemble, soient vivantes ensemble, puisque c'était le but du jardin, c'est d'introduire des essences un peu plus rares et plus fragiles, accompagnées d'essences endémiques. Et là, vous voyez une amamélis en train de passer l'arme à gauche, malgré tous les soins apportés au niveau de l'élagage. Et peut-être qu'inconsciemment, dès 80, j'ai proposé à Éric et à Robert qu'on puisse créer dans le jardin, puisque c'est un jardin très physique, très, très épuisant, quelque chose qui évoque plutôt l'abandon et l'été, et d'une façon très, très artificielle. Ça n'a rien à voir avec la nature, c'est une prairie d'été entretenue avec 3 systèmes de gestion différents. Donc il y a 3 systèmes qui se combinent et qui fonctionnent comme ça pendant plusieurs semaines durant tout l'été. Donc on a réussi, avec un engin qui tasse les sols, à dessoucher une souche là cet hiver. C'était assez étonnant que dans le jardin des Tuileries, dont on s'est occupé avec Jean-Marie, et Patrick était avec nous au moment du concours, Giuseppe Pennone, après 10 ans de discussion avec le ministère de la Culture pour faire un bosquet et demi, ait proposé un arbre, l'arbre aux voyelles, abattu par la tempête, mais d'une façon artificielle, puisque c'était en 99. Donc Jean-Marie va vous parler du jardin des Tuileries. On souhaitait un petit peu parler de ce qu'était le concept même de la nature en ville. C'est un mot dont on parle beaucoup. Et alors ça fait un moment qu'on s'interroge tous, nous, et on a essayé de regarder tout simplement dans un dictionnaire. Et dans le dictionnaire, j'ai compulsé avec vigueur le dictionnaire encyclopédique qui est, et j'ai trouvé 3 définitions. La première définition du mot nature disait « ensemble de tous les êtres qui composent l'univers et les phénomènes qui s'y produisent ». Exemple, l'étude de la nature. Je me suis dit que quand on parlait de nature en ville, c'est vrai que la nature était déjà présente si on prenait cette définition-là. De toute évidence, les êtres étaient pour le moins abondants et il n'y avait aucune raison que les différents phénomènes qui les régissent ne soient pas présents dans la ville. La deuxième définition que j'en ai trouvée, c'était « ensemble des forces qui président aux divers phénomènes dont les êtres sont le théâtre, dans l'espace et dans le temps. Exemple, les lois de la nature ».
Les lois de la nature, on en connaît quelquefois des expressions relativement terribles, et au bout du compte, tout laisse à penser que quelquefois, on est plutôt tenté de s'en garder ou de les subir plutôt que d'essayer de les introduire en force à l'intérieur de nos villes. Voici un endroit qui m'est cher, c'est la côte ouest du Cotentin. C'est une photo qui a été prise en février 1990. C'est un pays où on sait faire les tempêtes. Et en voilà un assez bel exemple, avec des vagues qui viennent briser sur la digue, un promenoir submergé par les eaux, et je pense les ressacs qui montent à peu près jusqu'à 10 ou 12 mètres. Je me suis donc dit que c'était peut-être pas cette nature-là que les gens avaient envie d'introduire en ville. Alors je me suis tourné vers la troisième définition, et la troisième définition disait « Nature, le monde physique, le monde des animaux et des plantes à l'état de liberté, de pureté première ». Et je n'ai pas bien vu de quelle manière ce monde était présent à l'intérieur de nos jardins, sauf peut-être sous la forme de ces différents rebelles à notre contrôle que sont la corneille ou les armillaires, justement. Mais je me suis dit toutefois que ce que les gens avaient envie de retrouver dans la forme de nature, c'est certainement pas le loup que l'on a vu avant, et que ce qui les tentait, c'était plutôt une vision un petit peu idyllique d'une nature qui, somme toute, n'en est pas une. Voici donc de nouveau le jardin et le bosquet de Pénonne, avec cet arbre de bronze abattu par une armillaire dont je ne connais pas le métal. Voici ce jardin de Pénonne. Il faut savoir, hélas, que l'armillaire a le mauvais goût de ne pas se cantonner à l'intérieur du jardin de Pascal Cribier, et que même dans des sols qui sont réputés théoriquement peu favorables à son développement, comme les sols calcaires, comme les sols limoneux, vous êtes ici dans le bosquet nord-est du jardin des Tuileries, on en retrouve fréquemment des expressions destructrices. Ici, sur ce bosquet, l'armillaire a détruit à peu près 60 arbres sur les 170 qu'il compose, et en fait, elle va finir elle-même par régler le tempo de la rénovation de certaines zones du jardin, agissant presque comme un métronome. Une des expressions de ce que les gens entendent quelquefois appeler la nature en ville. Ici, on est sur des pelouses qui sont sous arrosage automatique. On est sur des sols qui ont été apportés et qui ont été recoupés avec 70% de sable. On est sur un système dont l'artificialité n'a pas grand-chose à voir avec la nature. Je pense que plutôt que parler quelquefois de nature en ville, il serait plus juste, sans toujours essayer de trouver des périphrases, de parler de vivant dans la ville, ou peut-être de parler simplement de jardin. Oui, ça c'est une autre forme de l'expression des forces dans la ville, quand les vents s'engouffrant à l'intérieur du jardin des Tuileries et du Carrousel soulèvent les poussières déstabilisées qu'on retrouvera sur certaines œuvres à l'intérieur des musées voisins. Ici, on a une vue de l'hôpital Necker que l'on verra un petit peu davantage. La rénovation qui est en cours, ou la recréation d'un pôle chirurgical mère-enfant spécialisé sous l'équerre de Philippe Gazeau, a donné lieu à la réalisation de très belles façades. Et quand le permis de construire a été proposé, il a été demandé à Philippe Gazeau de végétaliser cette façade, superbe au demeurant, et d'introduire à l'intérieur de la double peau de la façade des végétaux, qui d'ailleurs seront assez peu perceptibles de l'extérieur, mais qui, à notre sens, ne viendront apporter aucun élément positif. Et je pense que c'est une des perversions de cette espèce de goût forcené du vert en ville que de vouloir l'introduire à tout prix dans des lieux pour lesquels il n'est pas fait. Voilà, et donc on va être obligé, avec un artifice absolu, de venir planter avec des arrosages automatiques, avec une façade qui chauffe pas mal le matin et avec, de toutes les façons, aucune fermeture. C'est un peu une toute végétation implantée à l'intérieur de bacs plus artificiels que possible et posée sur des caillebotis à l'intérieur de cette double paroi avec effectivement système d'arrosage, engrais apportés systématiquement, drainage rejetant des eaux parfois chargées d'éléments nutritifs vers des réseaux qui s'en passeraient bien puisque tout ça finira de toute façon dans la rivière. Et nous pensons typiquement que c'est là une des perversions de cette volonté absolue de mettre du vert dans des villes qui ne sont pas nécessairement faites pour le recevoir.
Et Philippe Gazo ne pouvait pas avoir son permis de construire si, vis-à-vis de la ville, il n'assurait pas qu'il y ait une façade végétalisée donc à l'angle du boulevard. On a rejoint Philippe Gazo en 2003, ça c'est pour reparler un peu de tout ce qui se passe là dans le colloque. Et très astucieusement, il a proposé, et on l'a accompagné, on l'a appuyé, de supprimer le petit bâtiment 19e qu'il y avait à l'angle. Et la suppression de ce bâtiment et du marronnier qui l'accompagnait a permis de garder et surtout de gagner 1 hectare de jardin à l'intérieur même de l'hôpital. Et donc, il y avait une espèce d'échange, et on trouve ça étonnant, aussi bien avec Philippe Gazo qu'avec Jean-Marie, de se dire qu'il faut systématiquement végétaliser avec un grand renfort d'artifice pour faire croire que ce sont des jardins qui, de toute façon, verticalement, sont inaccessibles. Là, je suis un peu perturbé dans le sens, mais je vous en parle tout de suite. Là aussi, plutôt de paysage, puisque c'est pour William Kriegel, j'ai eu la chance de travailler avec lui pour reprendre un ranch sur des dizaines de milliers d'hectares et de voir comment le rendre le plus efficace et le plus vertueux écologiquement possible. Donc, dans l'artifice du paysage et de son efficacité, on a essayé et on a réussi à s'accaparer un canal inaccessible au public pour rentrer dans le ranch, à créer ce qu'on pourrait croire de naturel, toute la distribution des eaux froides et des eaux chaudes, et ça a été fait d'une façon totalement artificielle en fonction du circuit de l'eau. Ces cours d'eau qu'on appelle criques n'existaient pas. De créer un abreuvoir avec cette eau chaude pour retrouver les gens des chevaux et des vaches, qui soit lui-même en écho aux montagnes et avec ce que j'appelle les énergies sur place, c'est-à-dire de travailler, j'ai tout de suite vu qu'il y avait un formidable charpentier, on a récupéré un plancher de bois et vous avez les vaches qui arrivent de ce côté-ci et les chevaux de l'autre pour pouvoir se retrouver comme autour d'une place publique vis-à-vis de l'administration et de l'accueil et de redistribuer les routes, de reterrasser à grand renfort d'artifice je dirais presque des collines pour permettre d'atténuer la présence des nouveaux bâtiments, et tout ça n'avait strictement rien à voir avec la nature, sauf peut-être juste un coteau qu'on a décidé de conserver tel quel pour voir justement ce qui allait se ressemer entre ce qui était tondu devant la maison, ce qui avait été construit et qui devait être le plus efficace possible. Ou là aussi, au Marais de l'Archamp, pour accompagner Jean-Charles Demoutier et Sybille Friedel, eux-mêmes ont décidé d'inonder cet endroit alors que pendant 9 siècles, personne n'avait réussi à l'assécher. Donc sur cette idée absolument fulgurante et vraiment géniale, j'ai réussi à les assister pour replanter certaines berges, reconfigurer certaines berges, et ça faisait partie d'un paysage puisque ces berges étaient une exploitation de peupliers, celle-ci complètement ondulante, une exploitation pour des locations de pêche, et donc devait avoir le plus grand linéaire, et d'avoir 2 canaux, un sur une basilique en ruine magnifique qui faisait 500 mètres de long, et l'autre sur 1 kilomètre de long, pour retrouver de part et d'autre l'exploitation à la fois de bois et l'exploitation pour les pêcheurs. Et puis très très vite, Sybille Friedel a décidé au contraire, dès 80, je me mélange un peu dans les dates, mais dès 88, d'en faire une réserve naturelle. Et ça, grâce à eux, j'ai eu la chance de vivre en direct comme un lieu qui était des jardins autour de la maison, qui était un paysage de rapport au-delà, sur une centaine d'hectares, comme en d'un seul coup, par rapport à une fluctuation très rare et très exceptionnelle de l'eau, la nature a reconquis ses droits. Vous voyez ici ces touradons de Carex, les dernières plantations de peupliers, cette image qui est ce que je qualifie de proprement d'une image où la nature est en train de reconquérir avec ses bois morts. Donc le rapport à l'armillaire, c'est qu'il y a de nombreuses souches déjà d'armillaire, mais ça fait partie justement du processus. Et j'aime beaucoup cette image parce qu'on voit encore les berges artificiellement créées, les plantations de peupliers qui aujourd'hui n'existent plus, des souches qui ont été détruites et des plantes qui recolonisent à l'endroit où l'eau est la plus profonde. Ou ici, en Angleterre, où au milieu d'un paysage, j'étais persuadé qu'avec ce parc et ces plantations 19e, ces tontes à l'anglaise régulièrement faites, des nouveaux herbages à moutons, on n'aurait pas trop d'armillaires. Je n'ai pas retrouvé les photos,
mais je peux vous dire que malgré le dessouchage, ça a été consternant, puisque même le dessouchage très bien fait, mais où il peut rester des bois gros comme mon doigt, l'armillaire est arrivé très très vite sur les aralias qu'on avait replantés autour. Donc là aussi, je m'échappe un peu de l'armillaire, mais développer les énergies du lieu. Pourquoi casser ce bassin à un dessin somme toute banal, mais quelque part très universel? Comment récupérer là aussi des allées qui deviennent des berges, à la fois symboliquement et techniquement, redonner une vie à ce bassin en inondant sa périphérie et en créant juste une différence de quelques niveaux. Et puis dans l'artifice du jardin et de la production, d'avoir du raisin de table, des fleurs à couper. Et puis autre histoire d'armillaire qui à la fois vous rassure et vous soulage un peu, en allant travailler en Polynésie, ne trouvant pas les gazons suffisamment difficiles de trouver là-bas parce qu'il y a très peu de pépinières et très peu de semenciers. Je suis allé à Hawaï, qui est juste un peu au-dessus, pour voir justement différents types de gazons. Et les amis avec qui j'étais voulaient absolument qu'on monte sur la montagne la plus haute, qui est à 3000 mètres d'altitude et qui a 12 mètres d'eau par an, un des endroits les plus pluvieux de la planète. Et donc j'étais sûr qu'on serait dans le brouillard. On a perdu une demi-journée et au phénomène intéressant, dans ces rainforests, vous ne pouvez pas vous avancer. Tout est en train de vivre, de remourir et de vivre en harmonie totale avec l'armillaire et en haut de la montagne, par 8 degrés en plein été, dans le brouillard, comme à Varangeville sur la côte normande, ce que j'avais découvert 30 ans auparavant. Qu'est-ce qui y poussait? Des hortensias, des fougères, des crocosmias comme envahissent nos bois ou l'ouest de l'Angleterre, et puis des ronces, exactement comme dans mon jardin. Et c'est vrai que j'avais trouvé assez étonnant de constater ça. Là aussi, sur cet îlot qui a été refait, comment laisse la nature ces îlots-là? Cet îlot-là, on l'a recréé totalement artificiellement avec l'apport de 1100 cocotiers déjà adultes et abandonnés sur un autre des îlots, où tous les déchets de bois nous servaient à faire un nouveau compost, et le cocotier redémarrant particulièrement bien pour créer ce qui est vraiment un jardin, ce que vous voyez là, et pas du tout de la nature, puisqu'on peut marcher, puisqu'on l'entretient, et on entretient le gazon que vous voyez là, puisque les fougères ont été plantées artificiellement, puisque tout a été calculé en fonction de la hauteur de la terrasse, de la hauteur des troncs des cocotiers, dans un heureux hasard, pour pouvoir cadrer l'île haute qui est visible depuis le lagon. Et puis de contraire, couper en deux le projet pour avoir une partie complètement protégée des vents du Pacifique, et on devait construire une levée de 2 mètres de haut pour éventuellement s'affranchir d'une éventuelle vague. Et il y a eu un ouragan très fort, il y a eu un cyclone l'année dernière à 230 km/h de vent. J'étais très fier, il paraît qu'il n'y avait que 80 km/h ou l'impression d'avoir 80 km/h à l'intérieur. Et le client François Nars m'appelle et me dit « Bravo, on n'a perdu qu'une tête de cocotier ». J'étais quand même très très content que ce principe de surplantation de cocotiers filtre le vent. Et puis, en recevant les images, vous voyez, ça c'est un jardin qui a quelques mois, donc dans l'artifice le plus complet, même si ça évoque la nature, c'est vraiment un jardin dans son système d'entretien, de plantation et de projet. Et puis, en recevant les images, ô horreur, j'ai vu que la vague avait déjà emporté une hauteur conséquente, et c'est le principe même géologique du remplissage de ces lagons, donc que la vague emportait et que les racines qui me poursuivent à nouveau apparaissaient. Donc vous voyez là, une vague qui arrive, et même si elle n'emporte pas les habitations, elle emporte tout le débris corallien, et reste ensuite des racines, tous ces filaments racinaires que vous voyez des cocotiers. Et c'est vrai que j'aurais préféré qu'on perde un grand nombre de cocotiers, mais qu'on ne perde pas notre sol qui est en train de remplir le lagon. Voilà, ça c'était juste donc du Phytophthora dont Jean-Marie peut nous parler rapidement. Oui, le problème évidemment avec ces champignons de sol, c'est que l'armillaire n'a pas le monopole. Et un autre champignon qui fait de plus en plus fréquemment des dégâts, là aussi on dit un autre champignon, mais on devrait dire d'autres champignons, puisqu'en fait c'est plusieurs espèces, mais on ne va pas rentrer dans ce détail, est fréquemment lié à l'utilisation des arrosages, notamment des arrosages par ruissellement. Et on a affaire à un champignon, Phytophthora, c'est un des rares mots que je connaisse qui s'écrivent avec 3 H. Et le Phytophthora est un champignon très primitif dont les spores sont nageuses, ce qui explique que quand on arrose beaucoup, il soit susceptible de se déplacer beaucoup à l'intérieur de la pellicule d'eau présente à la surface.
Et Phytophthora est capable de faire de très très beaux dégâts dans les jardins méditerranéens dès qu'on y place de l'arrosage automatique. Ici, sur ce superbe projet d'Aramon, on a commencé, je pense, à avoir les premières taches de mortalité. Et c'est une chose auquel il faut penser, notamment parce que quand on a des mois d'avril secs comme celui-là, on a tendance à arroser beaucoup. Et qui dit beaucoup arrosage, dit aussi beaucoup risque en termes de contamination par tous ces champignons de sol. Et donc, il y avait quelques parties arrosées automatiquement pour avoir des allées enherbées. Ça, c'est un de nos premiers projets méditerranéens. Et c'était déjà notre préoccupation d'introduire un jardin sec, de le planter très tôt en saison pour éviter toute forme d'arrosage. Pareil pour ce projet à Mougins, où au contraire, sur 5 hectares, il n'y a que ces parties uniquement engazonnées qui étaient et qui sont arrosées, comme vous le voyez là, pour avoir des végétaux aimant le sec et étant complètement désolidarisés du reste du jardin. Ou ce projet récent au Cap d'Antibes, où là, pareil, on parlait cet après-midi de l'empreinte carbone. Quelle était l'empreinte carbone? Parce qu'on espérait récupérer les gravats, on va dire les dalles de la destruction d'une des maisons, pour pouvoir en hiver, à travers les joints, récupérer dans un grand réservoir construit 1000 mètres cubes d'eau pour pouvoir installer uniquement en jeunes plants, ça c'est la terrasse qui a déjà poussé quelques années après, pour pouvoir installer que des jeunes plants et éventuellement arroser par l'eau récupérée si les fins d'hiver ou les débuts de printemps étaient secs, mais avec une grande préférence pour les plantations automnales. Et là, vous voyez le début donc, des replantations de jeunes pins d'Alep que vous voyez ici et qui vont succéder à ces pins d'Alep vraiment finissants et vieillissants. Et le pin d'Alep a la particularité de mourir relativement jeune et de décéder et de mourir d'un seul coup. Et donc, un nouveau système de plantation très très formel, aussi bien pour les entreprises que pour la gestion, mais qui donne l'illusion, un peu quand même, que quelque part, ce sont des semis aléatoires de plantes méditerranéennes qui ne nécessitent pas d'eau. Ça, c'est à Méry-sur-Oise, où je suis retourné ces jours-ci, où on avait fait un vaste projet lié sur la stratégie des plantes à travers les formes d'eau différentes qu'elles rencontraient dans le monde. Je suis allé voir s'il y avait de l'armillaire. J'ai l'impression quand même que ce chêne ou stilleul, je ne sais plus, en a pris un coup. De toutes les façons, un autre collet était lui-même très très affaibli. Et en découvrant ce qui était l'ancien parking, parce que c'était un jardin ouvert aux visites sur public et sur rendez-vous, que les bois qui étaient ramassés, il y a un entretien vraiment vraiment à minima, que vous voyez ici, alors qu'il y en avait très très peu dans ces nouvelles plantations. Ces bois déjà permettaient et favorisaient de l'armillaire que vous voyez là, ici par les filaments blancs qui commencent à se propager à toute vitesse. Alors là aussi, le jardin est abandonné depuis de nombreuses années. Toute la structure créée par Jean-Paul Bonroy et Erwan Kervarek a fort bien résisté. Et est-ce que c'est de la nature de commencer à voir les quelques pétasites qu'on avait installés qui colonisent? Voilà, ça c'est le jardin dans son état et le jardin abandonné. De voir que sur ces murs, seul un sédum, 5 ans, 10 ans après, s'est ressemé, jaillissant du jardin des thèmes, des feuilles à réserve d'eau, et qu'il y a une encolie aussi qui est venue. Et que dans ces murs en pouzzolane, strictement rien, sauf ce sédum, en plusieurs années, a réussi à recoloniser ces murs que vous voyez là, alors qu'au contraire, sur ces bassins des eaux vives réchauffées, des alismas qui étaient plantés à plusieurs centaines de mètres de là, se trouvent très très heureux dans ce bassin qui n'est plus réchauffé, qui était tel quel en 2000 et 2001, au moment de la visite de ce jardin. Et puis, ce que je qualifie aussi de nature, c'est cette scabieuse qui est en train de tout envahir et puis d'avoir de nouvelles algues dans ces bassins qui avaient des thèmes purement artificiels sur les eaux cristallines des eaux de montagne. Donc vous voyez le jardin entretenu avec tout son artifice et le jardin abandonné avec la nature qui est en train de reconquérir tout ce lieu que vous voyez là. Et là, vous pouvez deviner des horribles chevreuils qui sont en train de tout ratatiner. Pour preuve, ce qui devait être un amphithéâtre, mais c'est joliment, c'est à la même hauteur, et donc sont en train de se régaler d'un fusain américain qui s'appelle Sarcoxy et qui donc nous séparait des thèmes botaniques les uns des autres. Et on peut voir là aussi
un saule mexicain des montagnes qui lui-même avait commencé à recoloniser, à reconquérir des surfaces qui m'inquiétaient un peu, mais déjà, au milieu de ce saule mexicain, Salix exigua, vous avez le vulgaire érable qui est en train de faire sa niche et qui, je pense, fera de l'ombre un jour à ces saules et finira par les laisser à leur emprise. Et là, je crois qu'on retrouve à nouveau de l'armillaire, dont va nous parler Patrick, au niveau du paysage et des projets à plus vaste échelle et des projets urbains. Merci, bonjour. Alors, comme vous l'avez certainement saisi, mes deux camarades sont très sérieux et moi pas du tout. Alors, je vais avoir du mal à faire un exposé et je me suis dit, il faut broder sur n'importe quoi. Alors, sur la base de 5, je ne sais pas pourquoi 5. Alors, on va se poser, on va faire 5 remarques, puis ensuite, on va faire 5 observations, puis ensuite, on va se poser 5 questions. Alors, la première remarque, c'est que c'est très joli, un champignon. Et l'armillaire, c'est tout son problème, c'est qu'il a plusieurs formes, une forme plutôt élégante. Le nom latin du miel a été cité tout à l'heure par Jean-Marie. Mais il a aussi une forme souterraine, une forme noire, une forme visqueuse, une forme élastique. Et il a d'ailleurs plusieurs noms. C'est-à-dire que l'armillaire, c'est assez joli comme nom. Mais souvent, c'est pourridier. Il s'appelle pourridier à la campagne. C'est moins joli. Et dans le sud de la France, on l'appelle aussi babaïr, ce qui veut dire la baveuse, ce qui n'est pas non plus extraordinaire. Alors, évidemment, c'est difficile à aimer quand on a de telles variétés. Jean-Marie a fait quelques remarques tout à l'heure. Il semblerait que ce soit comestible, mais les avis sont très divergents. En tout cas, tout le monde conseille de ne pas en manger trop. Et si par hasard vous avez des symptômes d'un empoisonnement, ce ne serait que les symptômes, ce ne serait pas un empoisonnement. Alors, dans les préparations culinaires, appelées forestières, en général, en complément des champignons de Paris ou des champignons chers, on rajoute de l'armillaire parce que c'est beaucoup moins cher. Donc, je vous la conseille, mais de façon modérée. Ce qu'il y a un peu de pervers dans cette armillaire, c'est que si elle met très longtemps à s'installer, elle est très prompte à décimer. C'est un peu comme un tremblement de terre, c'est-à-dire que pendant longtemps, les plaques ont des tensions de plus en plus fortes. À un moment, cette tension devient tellement importante qu'elle se libère, provoquant un tremblement de terre. L'armillaire, c'est un petit peu ça. Enfin, globalement, on sait bien que les champignons, c'est quand même très compliqué. C'est une discipline avec ses spécialistes, qui d'ailleurs disparaissent progressivement, chaque fois qu'ils font une erreur, ce qui est quand même très courageux. Si les économistes pouvaient faire la même chose, les architectes, voire les paysagistes, on serait peut-être plus beaucoup. Mais donc, c'est assez compliqué quand on imagine que, par exemple, la corolle du champignon, ça ressemble à l'extérieur d'un insecte. C'est à peu près la même substance qui est faite. Alors tout ça, est-ce que c'est un animal, est-ce que c'est un végétal, où ça se classe, en plus ça se subdivise, enfin, c'est très compliqué. Alors maintenant, on va essayer de voir si les stratégies qui ont été adoptées pour essayer de contrecarrer l'effet de l'armillaire. Alors, on en a trouvé 5, évidemment, un classement un petit peu factice. La première, c'est la stratégie offensive, c'est-à-dire que ça consiste, comme Pascal vous l'a raconté tout à l'heure, à couper des souchets brûlés, couper en morceaux, faire tout ce qui est possible, agressif. On a pris cette image-là qui nous a été transmise, je remercie l'auteur, enfin pas l'auteur, c'est le transmetteur plutôt, et on peut imaginer que là, il massacre un arbre un peu à la hauteur, ni trop bas ni trop haut, c'est assez bizarre son travail. Mais ces guerres qui s'imaginaient être des guerres éclairs, puisque Pascal parlait de 1 an ou 2 ans, tout le monde ne sait pas faire des guerres éclairs, il faut laisser ça aux spécialistes. Nous n'en sommes pas. Et on voit d'ailleurs combien les offensives aériennes sont parfois vouées à l'échec. Donc, ces actions très, très violentes, très offensives, au fond, ont marqué leurs limites. La seconde stratégie, on pourrait dire que c'est une stratégie de guérilla, du faible au fort, sachant que le faible, c'est évidemment nous, et le fort, c'est l'armillaire. Alors ça consiste plutôt à essayer d'être attentif, ramasser le bois mort, élaguer à gauche, élaguer à droite, faire des efforts dans tous les sens pour que finalement on limite la diffusion du champignon. C'est élaguer, voilà, une image qui vous montre un élagage. Ce n'est pas du tout un élagage, il ramasse les feuilles, mais enfin j'avais que ça sous la main, donc je vous le sers comme élagage. C'est aussi éventuellement d'abandonner un poste pour sauver le reste de l'armée.
Vous reconnaissez tous là la bataille de Moskova, où les Russes ont abandonné le poste pour gagner un peu plus tard et infliger à la France la plus grande défaite militaire qui ait jamais été connue sur la Terre. La troisième stratégie, on l'a constaté de fait. On a été étonné avec Pascal que dans les zones industrielles, on n'avait pas énormément d'armillaires. Et on se posait la question, pourquoi dans les zones industrielles, c'est plein de produits chimiques épouvantables, il n'y a pas de raison, elles devraient s'y plaire. Et une des hypothèses qu'il faudrait peut-être approfondir, c'est que dans une zone industrielle, vous avez énormément de saignées profondes, c'est-à-dire que les voiries sont des voiries pour les camions, qui sont donc fondées jusqu'à 80 ou 1 mètre de profondeur. Vous avez énormément d'oléoducs, pipelines ou autre chose de ce genre qui font pareil des saignées. Vous avez des courants de haute puissance, donc EDF à ce moment-là, évidemment, évite de mettre de la terre, mais des cailloux, mais du béton. Et donc, en segmentant comme ça l'espace, on imagine que l'armillaire a des difficultés à passer puisque ses racines ne peuvent pas s'enfoncer au-delà de, monsieur Spirich, 80 cm 60 cm. Bon. Donc, évidemment, ça n'empêche pas la diffusion par les spores, mais ça limite quand même l'extension d'un champignon. Donc ça, c'est intéressant, parce que, vous voyez, comme ça aussi, dans les zones industrielles, il y a parfois des surfaces immenses où là, on peut difficilement imaginer qu'elles puissent traverser. C'est intéressant parce qu'au fond, on a essayé de dire, puisque l'armillaire ne passe pas, essayons d'isoler les choses. Quand on plante, on a planté des arbres et on a dit, il faut qu'entre les arbres, il n'y ait plus de communication souterraine. Il n'y ait plus de communication souterraine. Là, ces plantations sont faites dans des zones industrielles, dans des virages ou dans des carrefours pour essayer de diminuer l'espace qui est alloué aux automobiles ou aux camions afin de les ralentir sans mettre de panneaux, sans mettre de ralentisseurs, de façon à ce que ça paraisse, je ne veux pas dire naturel parce que ça serait malvenu dans ce débat, ça paraisse facile. La même technique a été utilisée dans un jardin qui a été planté sur la colline de Fourvière à Lyon, parce qu'on avait des conditions tout à fait intéressantes. Dessous, il y a les restes de la ville romaine, avec des pavages, des allées, des piscines, enfin tout un bric-à-brac insensé comme savaient le faire les Romains. On n'avait pas le droit d'y toucher, mais on le laissait en place pour que, dans l'avenir, quelques archéologues puissent venir faire leurs recherches. Ce bâtiment du 19e était fondé assez profondément, donc il opposait aussi une limite très forte. Et de l'autre côté, à droite et à gauche, on avait aussi des limites, et on voyait un bout de mur en particulier, un bout de mur ici assez bien fondé. Donc, ces plantations, on pourrait dire qu'elles sont plantées dans des bacs assez profonds et assez importants, et sans liaison avec l'extérieur pour essayer d'être isolées de l'armillaire. Vous en avez une autre vue, et vous voyez que la bordure c'est une vraie bordure routière qui a été posée exprès, très en profondeur, elle déborde un peu, la vue est très faible, mais ce qui permettait comme ça d'isoler même les deux bacs en craignant que si l'un fût touché, l'autre ne le soit pas. Les plantations ont poussé, ce qui était leur boulot, donc elles l'ont fait. Le point suivant, c'est d'essayer d'être souple par rapport à l'armillaire, d'essayer de faire en sorte qu'on compose avec plus qu'on ne se heurte strictement. Et ça a influencé à la fois les plantations, mais ça a influencé parfois l'idée du jardin. En particulier ceci, qu'on pourrait dénommer des brochettes de pierre. Le but était le suivant. De ce côté-ci, on a un jardin, de l'autre côté, on a un parking. Il y a espoir qu'un jour, peut-être, ce parking soit transformé en jardin et que le jardin soit agrandi. Mais il nous fallait construire un mur, ça faisait partie de la demande entre les deux. Et on s'est dit, si on construit comme ça, ces espèces de brochettes verticales, le jour où on voudra faire un jardin, ou quelqu'un d'autre voudra faire un jardin de l'autre côté, il suffira d'en casser deux ou d'en abattre deux ou trois, et on aura une communication entre les deux côtés sans briser un mur. Cette idée de nature en ville, c'est vrai que par rapport au corridor écologique et la façon dont réavancent tous les animaux, était de ne pas cloisonner l'espace par les murs typiques de la colline de Fourvière. Et donc d'essayer de favoriser une porosité physique pour qu'éventuellement les animaux eux-mêmes, et plus tard si la programmation change, à travers ces pierres empilées, elles-mêmes en infractuosité, avec l'espoir de venir voir
des animaux qui pouvaient s'y installer. Sur une autre partie, on était persuadé que viendraient des lézards et des sauterelles, et il n'y avait que des animaux humides, vers de terre et limaces, donc on était un peu surpris sur la reconquête de la biodiversité dans ce jardin-là. Dernier point, évidemment, c'est de choisir des essences qui, a priori, seraient peut-être un peu plus résistantes à l'armillaire, qui est un type de défense. Je ne sais pas si Jean-Marie a quelque chose à rajouter, quelques critiques à formuler. Voilà. C'est une liste qui a été publiée il y a déjà un certain temps par les Américains, elle est bien connue. Je pense que tous ces arbres-là ou arbustes-là sont réputés être résistants à l'armillaire ou aux armillaires dans des conditions normales. C'est vrai que l'armillaire est dit être un parasite primaire, c'est-à-dire qu'elle attaque sans aucune difficulté des arbres en bon état, en bonne santé. Je pense par contre qu'à partir du moment où n'importe laquelle de ces espèces est en état d'affaiblissement et se trouve à proximité d'un des terribles filaments mycéliens du champignon dont on parle depuis le début, il doit faire comme les petits camarades et être assez rapidement contaminé avec une superbe infection sous l'écorce pour finir lui aussi par un dessèchement, d'autant plus que parmi ceux que je vois là, j'en ai déjà diagnostiqué comme ayant. Les tulipiers et les magnolias. Oui, même Ligustrum tchonsky, bon, je pense qu'il n'y a pas de problème. Bon, on rayera tout ça. Alors, on reprend notre quatrième stratégie, on a appelé la stratégie du dédain. C'est-à-dire qu'au fond, on essaye de faire un projet et on se dit, si l'armillaire arrive, eh bien, le projet, il subsistera. Il en subsistera l'idée. Donc, pour cela, on va essayer de planter, on va essayer d'organiser les choses différemment. Ce qui est intéressant, c'est que ça rejoint une réflexion que menait au niveau urbain concernant pleine commune. En étudiant les cadastres du 19e siècle, du début du 19e siècle, on peut repérer toutes les plantations de hautes tiges qui ont été faites le long des routes à l'époque, ou qui existaient à l'époque. On les a relevées, et on a relevé aussi sur la photo aérienne celles qui existent encore aujourd'hui. Le travail est en cours, il n'est pas tout à fait terminé. Mais vous voyez qu'il y a une évolution importante, c'est-à-dire que ces alignements ont disparu dans les grandes lignes. En revanche, beaucoup d'autres ont été créés. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'endroits. On ne peut pas dire que globalement, la masse végétale est diminuée. Elle s'est profondément transformée. Ce qui est aussi logique, puisque à l'époque, il y avait des villages, des grandes voies qui reliaient les villages, qui donnaient sur des champs. Et quand ça s'est urbanisé, il a fallu créer énormément de sorties, d'entrées, poser des transformateurs, avoir des pylônes, avoir des carrefours aménagés, ainsi de suite. Ces alignements ont été détruits, puisque tous les points rouges que vous voyez, ce sont des arbres qui ont disparu, les points verts étant ceux qui subsistent. Alors, vous allez me dire, quel rapport avec l'armillaire ? C'est qu'en voyant ça, on s'est dit, voilà typiquement un projet, s'il y avait un projet de plantation dans la plaine, qui n'a pas survécu aux aléas de l'histoire. Parce qu'il était fondé sur quelque chose qui n'était beau que s'il était complet. À partir du moment où on en retirait 5%, 10%, voire plus, il n'y avait plus de projet. Donc, l'idée ensuite, pour un des concours que nous avons fait ensemble, et je laisserai la parole à Pascal pour en parler mieux, c'est de se dire, il faut faire un projet, et s'il y a quelque chose qui attaque ce projet, s'il y a des transformations, il ne faut pas que le projet disparaisse ou soit totalement défiguré. Alors voilà le site, le long de la Seine, à Saint-Ouen, ici. Un site très beau, puisque à droite, vous avez une colline, et de cette colline, vous avez une vue somptueuse sur maintenant la Défense. Mais autrefois, je crois qu'avant la Défense, il y avait la végétation et que c'était très joli. Il est à noter ici, juste pour l'anecdote, qu'il y avait un château fort beau, et c'est dans ce château que le roi, en revenant de Londres, a remplacé Napoléon Ier, et qu'il a signé donc cette déclaration où il reconnaissait quand même un certain nombre de droits aux Français. Cette déclaration lui a été arrachée par l'ambassadeur russe, qui ne voulait pas d'ennui, puisque la France était occupée par les Russes, qui ne voulait pas d'ennui avec la population. Et finalement, quelques années plus tard, le roi a racheté le château et l'a détruit, alors que c'était un château somptueux et que toute sa politique était plutôt de se raccorder à l'avant-révolution. Donc on voit que parfois des affects personnels conduisent à des aléas de destruction historique assez lourds. Voilà, dès le début, on s'est rendu compte que si les jardins à la française avaient disparu de nombreuses fois, si d'un seul coup, dans un alignement, il était très très difficile de réintroduire un arbre plus jeune
et que, aussi bien sur sa propre lumière que sur les systèmes racinaires, on a essayé, depuis très longtemps, de faire des projets qui sont moins spectaculaires en plan, en papier, mais je crois qu'on a prouvé tout à l'heure avec Varangeville, la percée sur la mer. S'il avait fallu que je soumette ce projet il y a 30 ans, ça aurait été un trait de 25 mètres de large sur 2,5 km de long avec des petits points qui auraient été invisibles tellement l'échelle était petite. Alors qu'au contraire, spatialement et dans la réalité, on peut très très bien comprendre la façon dont d'un seul coup l'œil est cadré sur des kilomètres de long et sur 25 mètres de large. Et à l'époque où j'essayais d'enseigner un peu, j'essayais de montrer que si l'étudiant voulait dessiner un carré visible, il fallait que ce soit un rectangle très très allongé. Et je déplore un petit peu que l'image, le graphisme d'un plan passe aujourd'hui bien en amont sur les concours de paysagistes que les techniques de gestion, la réalité du lieu. Et là, la réalité du lieu était dans ce concours très très bien organisé qu'on espérait réellement emporter et gagner, puisque la voie sur berge était devenue une 2x2 voies, avec quand même un nouveau souterrain qui avait été construit 10 ou 15 ans auparavant, et je voyais mal la région redonner des millions, voire des dizaines de millions de crédits pour redétruire ce souterrain, alors que dans le programme, ils espéraient que ces 12 hectares qui avaient mis peut-être 30 ans à être récupérés par l'établissement public, c'est quand même, je crois, Thales, Total, des énormes sociétés qu'il a fallu mettre à la rue, Alstom, voilà, mettre à la rue pour reconquérir des berges. Le terrain faisait une douzaine d'hectares. Et c'était impossible, et à notre avis totalement utopique, ça aurait pris des décennies et ça aurait été même malvenu, d'imaginer qu'on allait passer les 2x2 voies avec une circulation très très dense sur une exposition plein nord-ouest, donc très très peu favorable pour qu'il y ait une habitude des promeneurs et des usagers à venir récupérer les berges. Et donc, tous les trois, plus Christian Piel et François Macquart, on était complètement d'accord pour dire qu'on devait trouver l'artifice le plus absolu pour venir devant le château y construire une pièce d'eau artificiellement avec un système de pompinettes qui allait refiltrer l'eau sur 3 collines artificielles, elles-mêmes créées avec les gravats du site. La Seine, quasiment inaccessible par ces berges autoroutières, on va dire le château du 19e, une promotion, et surtout les ateliers et les serres des jardins municipaux. Et dans ce projet, vis-à-vis pas seulement de l'armillaire, mais des contraintes phytosanitaires que tu appelles, Jean-Marie, rappelle-moi le nom. J'appelle ça des épiphyties, l'épiphytie étant la version plantesque de l'épidémie. Et pardonnez-nous de parler de ça, je ne suis pas seulement de la génération trop jeune pour avoir connu, ou un peu trop jeune, mai 68, mais surtout, j'ai vécu la graphiose, donc les ormes qui ont été décimés partout, et j'ai vu, et en Normandie, et en Angleterre, cet arbre si résistant disparaître pour l'instant à tout jamais de nos... On peut encore penser aussi au charançon du palmier et les massacres qu'il est en train de faire sur la Côte d'Azur. On peut aussi penser au feu bactérien et à la manière dont il a empêché de replanter des aubépines. Et là, c'était très clair. Dans ce projet, même si on déclinait le même style architectural, on avait un jardin ouvert au public uniquement le jour, la terrasse arborée du château ouverte jour et nuit, mais le jardin lui-même se reposait, et il en a été débattu cet après-midi. On commence à savoir que réellement les plantes et les animaux ont besoin de noir absolu pour se reproduire, pour éviter justement les complexités phytosanitaires, et d'avoir au contraire un espace municipal, mais un espace complètement urbain avec cette rue, et cette voie qui devenait le théâtre de verdure réclamée, les aires de jeu, et au contraire les jardiniers qui géraient la seule réserve naturelle, dite naturelle et inaccessible aux visiteurs, pour y amener un maximum de biodiversité. Et là, c'est tout l'amour de Jean-Marie pour les oiseaux, puisqu'on savait que si on veut attirer une nidification,
il faut un grand éclat d'eau visible du ciel par les oiseaux. Donc on avait l'éclat d'eau qui était lui-même un jardin, mais la possibilité, sur une surface somme toute pas négligeable, d'avoir un endroit révolu à la nature en ville, totalement clos et totalement inaccessible au public. Donc ça, c'était la pièce d'eau qui faisait partie du jardin. Ce qui allait être très très beau, c'était qu'elle était en encorbellement au-dessus de la grande prairie enherbée. Elle faisait 220 mètres sur 100 mètres, avec cette forme qui était née des contraintes techniques et du futur urbanisme qui allait se construire tout autour. Et donc, avec ces gravats et ces déchets récupérés pour filtrer l'eau, récupérer de la Seine et venir ici. Donc, le château, conservatoire municipal, la terrasse qui existait, la nouvelle pièce d'eau, et donc on ne créait pas l'illusion que la Seine rentrait dans le jardin, mais qu'au contraire, un artifice absolu avec donc le jardin, ça c'est le plan de nuit, le jardin inaccessible la nuit, les activités nocturnes, le jardin qui pouvait être ici, et évidemment la réserve totalement protégée. On retourne à Lyon avec Patrick. Donc là, on en est toujours dans ce qu'on a appelé la stratégie du dédain, c'est-à-dire il s'agissait à Lyon le long d'une voie de planter, et plutôt que de planter un alignement, il a été planté des bosquets. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a 6 sujets qui sont plantés, et après quelques années, on s'aperçoit que des 6 sujets d'origine, selon les lieux, il en reste 5, il en reste 4, parfois 6. Il y a des développements qui sont irréguliers, mais au total, on n'a aucune dent creuse. Et évidemment, on les a distancés un peu plus. On ne les a pas plantés à 15 mètres l'un de l'autre, mais à 60 ou 70 mètres. Et ça se lie en voiture tout à fait bien. Et de l'autre côté, la piste cyclable, elle, est confortable aussi. Et donc, aujourd'hui, après maintenant 5-6 ans et des périodes de sécheresse, il reste quelque chose du projet, même si ce n'est pas le projet strictement d'origine. Cette souplesse, on l'a vu aussi, on la voit là dans une autre réalisation, où il s'agissait de construire un jardin, de proposer un jardin, mais juste derrière, ici, vous ne le voyez pas très bien, un petit peu, vous le devinez, c'est un dépôt. C'est un dépôt qui, pour le moment, où il y a des parpaings et des tas de trucs, c'est pas tout à fait élégant, mais il y a l'espoir aussi qu'un jour, ça puisse être aménagé en jardin. Et donc là, il y a une rambarde, et vous la voyez ici. Pour le moment, il a été planté entre la rambarde et la limite du jardin, au-dessus du dépôt de la végétation. Si le jardin s'ouvrait de l'autre côté, la rambarde resterait, deviendrait à ce moment-là un appui pour voir la vue, et on replanterait de ce côté-ci, de l'autre côté. Voilà la rambarde telle qu'elle est faite, qui n'a pas de... Évidemment, elle n'est pas conforme, elle n'est pas réglementaire. Il ne s'agit pas d'empêcher quelqu'un de tomber, puisque des deux côtés, c'est à le même niveau. On peut tomber, c'est évident. On voulait là aussi favoriser les plantes mellifères, favoriser des fructifications tout le long de l'année pour faire venir le maximum d'oiseaux. Et j'étais très content d'entendre la responsable des parcs et jardins de la ville de Paris tout à l'heure. Et depuis 20 ans, je proposais que les paysagistes aient leur nom au pied du jardin le plus proche de leur agence et puissent continuer de s'occuper de squares, de grands ou petits jardins, mais qu'ils en soient responsables. Et cette dame suggérait que maintenant, des honoraires soient alloués pour que tous les 3 mois, les paysagistes puissent venir continuer de donner un avis sur ce monde en évolution que sont les jardins. Et c'est vrai que là, si on voit l'image précédente, c'était la première ou la deuxième année, donc vous avez des bouillons blancs, des fenouilles, des scabieuses, beaucoup de plantes qui favorisent une biodiversité et la pollinisation. Merci Jean-Marie. Et on espérait, mais nous on n'avait plus de contrat et on n'était pas chez nous, on n'est pas avec un privé, donc on n'avait aucune raison de continuer à dialoguer avec les services des parcs et jardins de la ville de Lyon. Et c'est vrai qu'on a constaté qu'ils préféraient plutôt, entre guillemets, faire du consommable, et c'est-à-dire remplacer les arbustes peu entretenus et toujours taillés de la même façon, ce qu'ils ont fait dans d'autres parties du jardin, plutôt que d'essayer de gérer, comme a su le faire Gilles Clément sur le jardin en mouvement à Citroën-Cévennes, sur des parties quand même qui se sont rétractées, puisque j'ai l'impression que ces choses vivantes effraient un peu tout le monde, puisqu'elles sont bien plus complexes à gérer, puisqu'il faut voir où le fenouil ou le bouillon blanc va-t-il se ressemer, plutôt que de passer un coup de rotophile ou de tailler en boule n'importe quel arbuste à fructification qui intéresse les oiseaux. Si vous avez suivi
Et là, je ne sais pas comment vous avez fait. Et si vous avez suivi, nous en sommes au 5e point du 2e paragraphe, c'est-à-dire que la dernière stratégie qu'on a imaginée, ce n'est pas vraiment une stratégie, c'est de se dire qu'il fallait utiliser ou s'inspirer, exploiter ce que faisait l'armillaire. Une des photos vous a été présentée tout à l'heure, en voilà une autre, c'est-à-dire l'arbre a été coupé, ici. Je vous l'indique hein, si vous ne l'aviez pas vu, là-haut. L'arbre a été coupé de façon assez sauvage par M. Cribier, je le dénonce. Et donc, ça donne une esthétique qui, pour le moment, ne nous plaît pas du tout. C'est logique. Mais s'il faut faire ça, il faut se poser la question de dire qu'est-ce que je pourrais en faire, qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire, quel type de strate basse on va planter ensuite, quel type de branche on va garder là, est-ce qu'il faut remettre quelque chose plus haut ensuite ou pas. C'est-à-dire, il faut prendre ça comme un fait, comme une donnée, et pas se lamenter en disant que c'est catastrophique, que tout a disparu et que le monde d'autrefois était nettement mieux qu'aujourd'hui. Un autre plan que je vous présente, c'est pour vous montrer aussi que cette réflexion sur l'armillaire, cette espèce d'organisme qui se faufile partout, qui se glisse dessous, qui va loin, dont on ne connaît pas les limites. Je t'interromps, Patrick, pour que nos auditeurs se rendent compte. Le plus gros armillaire répertorié dans le monde serait dans l'Oregon et ferait quand même 8 km par 9 ou 8 km carrés, je ne sais plus. 9000 hectares. Donc voilà, c'est quand même des grosses bêtes qu'on ne voit qu'épisodiquement, mais ce sont quand même des très grosses bêtes. Et c'est vrai que le plan de l'armillaire dans l'Oregon pourrait ressembler le plan de ces nombreuses communes. Ça n'est pas le plan de l'armillaire dans l'Oregon, mais c'est pour montrer que par rapport à une pensée qui généralement privilégie le centre, on se dit on va faire un centre, on va faire un noyau, on va faire quelque chose de structuré là, eh bien ça nous a poussé à essayer d'étudier ce qui se passe au contraire dans la diffusion, quand on va loin, quand on ne s'arrête pas exactement à la limite. Bon, il a fallu s'arrêter à la limite, mais on les a repoussés par rapport au cadre qui nous était donné à l'origine. Là, il s'agit simplement d'une étude paysagère qui essaye de montrer les lieux, les routes, les voies où il y a des perspectives et celles où il n'y en a pas. C'est-à-dire que chaque petite flèche que vous avez là correspond à une rupture de perspective, c'est-à-dire une perspective fermée. Et donc, si vous faites le même plan, par exemple, sur un quartier parisien, vous aurez une proportion de flèches et de lignes droites tout à fait différente. Il y aura beaucoup plus de perspectives et beaucoup moins d'horizons bouchés. Là aussi, plutôt que de se poser la question d'un unique jardin central, on a essayé de diffuser, ce sont des propositions de jardin sur Aubervilliers, propositions qui se diffusent dans l'ensemble du territoire. Donc on s'est baladé pour essayer de repérer des parcelles, des lieux, des carrefours, des endroits qu'on peut aménager, des lieux où on peut dévier légèrement la voie et récupérer un peu d'espace, des devants de grands immeubles qui sont avec des parkings, réaménager les parkings, simplement ça, c'est-à-dire les faire plus logiques, plus rationnels et gagner de la place avec ça. Et aménager des jardins relativement exigus, mais qui auraient aussi des fonctions bien précises. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit bien qu'il est difficile de faire cohabiter des jeunes qui font du roller, et c'est très bien qu'ils fassent du roller sur un truc, ils tournent, ils reviennent, c'est leur problème. Et puis d'autres qui ont envie de lire tranquillement sous un arbre, et puis aussi d'avoir des lieux qui préservent la biodiversité. Donc on a pour ça, en vert, ce sont des lieux qui préservent la biodiversité, en rouge des jardins où on peut bouger beaucoup, et en vert des jardins plus paisibles. Cette pratique d'utiliser ou d'exploiter, ça se passait aussi dans le passé, à travers les arbres têtards, que ce soit les frênes ou les saules. Au fond, c'était une façon d'empêcher aussi que l'armillaire ne s'étende, puisqu'ils élaguaient fortement, peut-être sans le savoir, mais c'était ça. La première question, c'est que ça remet en cause quand même des pratiques qu'on a eues, et ça nous rend perplexes. Cet exemple, c'est une petite rivière au sud de Lyon, la Mouche, élégante petite rivière qui traverse une zone industrielle. Et là, c'est un peu défiguré, la rivière et la zone industrielle. Le travail, ça consistait à essayer de la remettre à l'air libre, de refaire des berges, de replanter. Et au fond, est-ce qu'en créant ce couloir, parce que là, il n'y a pas de couloir, et puis il est coupé dans tous les sens, est-ce qu'en créant ce couloir, on ne recrée pas un couloir à armillaire éventuellement ? Idem pour ceci. Dans une zone industrielle, il y avait une impossibilité de rejoindre les transports en commun, qui sont situés à la base de cet arbre, c'est un pur hasard. Et donc, on a participé à un projet de faire ouvrir un petit cheminement qui permet aux gens de traverser. Ça prend quelques années. Oui,
C'est beaucoup moins rapide que de construire une ligne de TGV. Mais aujourd'hui, peut-être qu'on se poserait la question, à un endroit, d'essayer de faire, sur 80 cm ou 1 mètre de profondeur, un mur qui permette d'isoler 2 espaces, sachant qu'à gauche, on a un bassin de décantation, à droite, on a des unités de production, et que probablement, elles ne peuvent pas passer ni d'un côté ni de l'autre. À l'époque, on ne l'a pas fait parce qu'on n'en était pas conscient. Peut-être qu'aujourd'hui, on se poserait la question. Deuxième question sur la nature. On en a très bien parlé, Jean-Marie. À la fois, je suis d'accord avec lui, puis je ne suis pas d'accord avec lui. Parce que, certes, la nature que les gens aiment, ce n'est pas la vraie nature, mais comme personne ne sait ce que c'est que la vraie nature, on peut toujours supposer que celle que les gens aiment, ça serait la vraie nature. Il importe donc plus de savoir quel est le milieu dans lequel on peut être satisfait, être heureux, vivre avec un certain nombre de satisfactions. C'est plus la question qu'il faut se poser. La question aussi, c'est nature et naturel. Car si la nature, on ne sait pas très bien finalement ce que c'est, naturel, tout le monde sait bien ce que c'est que l'adjectif naturel. Même si c'était un yaourt, il y a des yaourts qui sont plus naturels que d'autres, parce qu'on a juste mis un peu de ferment et puis on a fait ça dans son arrière-cuisine et globalement c'est fermenté et dégueulasse, mais quand même on dit que c'est naturel. Alors que quand il y a des tas de produits chimiques, des fraises, des trucs, des machins, on dit que c'est pas naturel. Donc finalement l'adjectif naturel est plus facile à définir que la nature. Et puis aujourd'hui, c'est amusant de voir que certains scientifiques qui réfléchissent indirectement sur la nature, parce qu'ils réfléchissaient sur l'extinction des espèces. Mais ils disaient que l'extinction d'une espèce, c'est la mort de ceux qui composent l'espèce. Et pour eux, la nature, qu'est-ce que c'est ? C'est un milieu où une espèce peut vivre ses tendances naturelles, ses tendances profondes. C'est un milieu où ils ne sont pas contraints. Et un milieu équilibré, c'est où plusieurs, ou le maximum d'espèces peuvent ainsi vivre alors il a inventé un mot, leur sauvagité, c'est-à-dire leur façon d'être réellement eux-mêmes. Voilà une définition qui est différente, et l'homme appartient à ces animaux, donc il faut définir la sauvagité de l'homme. L'armillaire aussi serait peut-être intéressante, c'est une des questions que je pose parce que j'y connais rien, historiquement, pour savoir, parce qu'après tout c'est un marqueur, c'est un traceur. Quand on nous dit qu'il y a de l'armillaire aux Tuileries, d'un côté il y a la Seine, de l'autre côté il y avait les Tuileries et maintenant il y a le souterrain du général Lemonnier. Là il y a la rue de Rivoli avec son métro, la ligne 1, qui est absolument au niveau du sol, donc il ne peut rien passer entre la voûte du métro et la chaussée. Et enfin sur la place de la Concorde, il y avait des fossés, il y a encore beaucoup de canalisation. Donc, a priori, c'est presque un bac, les Tuileries. Donc, s'il y a de l'armillaire, comment elle est venue ? Alors, elle est venue par ses sports, probablement. Mais si on pouvait, peut-être pas, je n'en sais rien, mais ce qui serait intéressant, moi, ce qui m'amuserait, c'est que quelqu'un me dise c'est de l'armillaire qui date d'avant, c'est-à-dire peut-être du XVIIe siècle, ou alors c'est de l'armillaire qui est venu au XIXe, à une époque où, par exemple, on aurait mal entretenu le jardin, ou à une autre époque. Et ça, je trouverais une étude historique très intéressante là-dessus. En fait, l'armillaire est pas spontanément présente, par exemple, dans les sols agricoles. Vous la trouverez pratiquement jamais dans des sols de grande culture, sauf peut-être dans des sols de pommes de terre, où elle se maintient pendant une quinzaine d'années sans coup férir, en grignotant les tubercules. Ce qui fait qu'il est rare de trouver de l'armillaire en isolé, par exemple, sur un alignement urbain composé de fosses. Peut-être en partie, justement, parce que c'est cloisonné. Une des caractéristiques des Tuileries, c'est que c'est évidemment un lieu planté depuis fort longtemps. Et probablement aussi en partie planté avec ce qui se faisait à l'époque, c'est-à-dire des importations de végétaux qui étaient prélevés dans des milieux forestiers, je n'ai pas dit naturels, dans des milieux forestiers, et qu'avec ces sols, tout simplement, on a rapporté les éléments d'un ferment. Ce qui serait peut-être intéressant, c'est de voir si effectivement on n'a pas fini par avoir une espèce de clone d'armillaire made in Tuileries, qui pourrait être vendu à des touristes de passage, par exemple. Une fois correctement cuisiné. Voilà, une fois dégusté. Une armillaire des Tuileries. C'est la dernière photo, on veut la garder parce qu'il y a plein de rouge, c'est joli. Alors il y a encore une chose, il y a beaucoup de livres, beaucoup de scientifiques, beaucoup d'études, mais au fond, c'est le propre des scientifiques, ils aiment avoir un petit carré d'1 mètre sur 1 mètre et puis ils étudient un peu les problèmes. Au fond, aujourd'hui, ce qui serait peut-être intéressant, c'est d'arriver à lancer un site, à avoir un lieu, je sais que ça ne plaît peut-être pas beaucoup à Pascal, mais ça serait quand même intéressant, pour réunir
des informations plus globales, c'est-à-dire non plus s'intéresser à l'évolution d'un pied de vigne quand il est attaqué par l'armillaire, mais voir sur Terre quelle est la diffusion, les endroits où il y en a, les endroits où il n'y en a pas. Et ça ne peut se faire, parce qu'il doit y avoir des savoirs un peu partout, mais il faut le rassembler. Il faut le rassembler. Je suis sûr que si on allait en Afrique, il y a des gens qui l'appellent autrement, qui savent l'identifier, qui savent comment elle pousse chez eux. Et donc, ça serait intéressant aujourd'hui de faire un projet là-dessus pour essayer de rassembler tous ces savoirs. Il y a un livre que Patrick a déniché il y a peu de temps, qui a été épuisé très vite, édité par l'INRA sur l'armillaire. Et à ma grande surprise, on a vu que c'était quand même aussi bien en Afrique, sur le manioc, sur les plantations de thé, donc le camélia, puisque le thé c'est du camélia sinensis. Et j'étais surpris de voir comment même, ou dans le Gard, ou dans des pieds de vigne, il y avait des dégâts considérables. Et là, les gens étaient beaucoup plus radicaux, puisque c'était pour leur propre production et donc leur propre revenu. Voilà, nous avons fait nos 4 questions. Si vous avez suivi, il manque la 5e. Et la 5e, je vous la laisse pour que vous nous posiez une question. Mais même vous avez le droit de poser 5 questions.